international de l'EHESS. Je me présente, je suis Laura Centemeri, chargée de recherche au CNRS, membre du Centre d'études des mouvements sociaux et sociologue de l'environnement. Donc en particulier, je m'intéresse à l'étude des mobilisations environnementales et des formes de l'engagement pour l'environnement en situation de désastre. Et mes terrains d'enquête portent plus spécifiquement sur l'Italie à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui, avec une attention aux circulations internationales des répertoires d'action et des arguments de mobilisation. Et c'est dans ce cadre que j'ai enquêté plus particulièrement sur des pratiques de réparation du dommage à l'environnement qui sont revendiquées comme telles par des acteurs mobilisés sur des terrains différents, que ce soit la pollution de dioxine dans la ville de Seveso suite à l'accident de l'Icmesa en 1976 ou les effets de la désertification rurale sur les paysages cultivés des Apennins italiens, où s'installent aujourd'hui des permaculteurs et des permacultrices qui pratiquent une agriculture visant à réparer des écosystèmes. Et j'ai le grand plaisir d'animer aujourd'hui cette séance autour des travaux de mes collègues Janine Barbeau et Nicolas Dedier, en particulier l'ouvrage qu'ils sont en train de finaliser sur les victimes et la réparation, à partir du cas d'accidents médicaux, ouvrage qui donc cherche à poser le cadre d'une sociologie de la réparation. Et donc aujourd'hui, je suis dans ce rôle d'animatrice et discutante, en raison notamment du fait qu'avec Janine et Nicolas, nous avons animé ensemble, entre 2016 et 2019, un séminaire de recherche dont le titre était « Risques, violences et réparation ». Et ce séminaire a été le lieu de construction et de consolidation d'une communauté de recherche interdisciplinaire, en particulier au Centre d'études des mouvements sociaux et dans l'équipe INSERM Risques, violences et réparation, dirigée par Janine. Cette dynamique a également bénéficié de réseaux de chercheurs à l'international, notamment le programme Social Studies of Institutions avec l'Université Washington de St. Louis et l'Université d'Amsterdam, et le programme Critique et pragmatisme dans la sociologie avec l'Université fédérale de Brasilia. Et donc, ces échanges au sein du CEMS sont issus du constat que la question de la qualification et de la réparation des dommages associés aux risques et aux désastres, en particulier environnement et sanitaire, est aujourd'hui au cœur de vives controverses. Les questions soulevées par l'établissement et la réparation des dommages concernent également, au-delà de ces secteurs spécifiques, des violences politiques, criminelles ou sociales. Et l'ensemble de ces controverses mobilise autour d'elles un large spectre d'acteurs. Elles portent sur l'adéquation des mesures existantes pour répondre de façon ajustée aux dommages ainsi générés. Elles révèlent des configurations d'acteurs souvent inédites, peu analysées de façon transversale par les sciences sociales, en dépit de nombreuses études de cas existantes. On aborde ainsi tout à la fois des questions d'expertise, de droit et de politique. Et dans la dynamique collective au sein du labo, on cherche à traiter de la question de ce que réparer veut dire en réunissant donc des disciplines différentes, la sociologie, l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, à partir d'enquêtes empiriques et en mettant donc l'expertise des uns et des autres au service de cette réflexion commune. Et donc, il y a des ouvrages individuels et collectifs qui ont bénéficié de cette dynamique, parmi lesquels un volume que Sezin Topçu et moi-même avons coordonné avec notre collègue Peter Borges de l'ENS, Rethinking Post-Disaster Recovery, Socio-Anthropological Perspectives on Repairing Environments, qui a apparu cette année chez Routledge et auquel Janine et Nicolas ont également contribué avec d'autres collègues comme Sandrine Revé, Paul Jobin, Francis Chateaurenaud et Josquin Desbazes, avec qui on a engagé depuis plusieurs années une réflexion collective autour de la sociologie et l'anthropologie des désastres, qui avait vu dans l'ouvrage Le gouvernement des catastrophes, paru en 2013 sous la direction de Sandrine Revé et Julien Landumier, une première étape. Et je voudrais aussi citer l'ouvrage de Johan Michel, Le réparable et l'irréparable, paru en 2021, et l'ouvrage que Nicolas a coordonné avec John Bowen, Jan Willem Duivendak et Anita Hardon, Pragmatic Inquiry, Critical Concepts for Social Sciences, paru chez Routledge en 2020. Mais venons donc à Janine et Nicolas et au travail qu'ils vont présenter aujourd'hui. Alors d'abord, Janine Barbeau est sociologue, directrice de recherche à l'INSERM. Elle a étudié les mobilisations de malades et leur implication dans la recherche clinique, en particulier l'activisme des patients atteints de sida en France dans les années 90. Son ouvrage « Les malades en mouvement, la médecine et la science à l'épreuve du sida » a profondément renouvelé l'analyse de l'action collective des malades
au carrefour de la sociologie de la santé, de la sociologie des sciences et de la sociologie des mobilisations collectives. Et elle a notamment introduit dans cet ouvrage la notion de forme d'engagement, justement pour différencier toute une palette de conduites possibles des associations vis-à-vis du monde biomédical, en s'intéressant ensuite aux conditions de possibilité d'une action interassociative. Et elle s'est ensuite intéressée au mouvement de victimes et à leur attente de réparation, donc ce sujet sur lequel a porté son habilitation à diriger des recherches. Et donc, cette recherche sur la réparation des accidents médicaux a été l'occasion d'un travail en collaboration avec Nicolas Daudier, donc, qui a abouti à un article important paru en 2016 dans la revue Annales, La force des dispositifs, qui est un article aussi disponible en anglais, où la notion de dispositif de réparation fait l'objet d'une clarification conceptuelle et d'une première application. Donc, Nicolas Daudier est directeur d'études de l'EHSS et directeur de recherche à l'INSERM. Il a développé sa recherche dans les domaines de la sociologie de la santé, du travail et des techniques, en contribuant avec ses ouvrages, que je rappelle donc l'expertise médicale, essai de sociologie sur l'exercice du jugement, les hommes et les machines, la conscience collective dans les sociétés technicisées et les sons politiques de l'épidémie de sida, donc à ouvrir des perspectives originales sur des transformations qui concernent des questions classiques de la sociologie, le jugement, la responsabilité, le politique. Et Nicolas a contribué de manière importante au renouvellement de la réflexion théorique en sociologie, en particulier dans le dialogue avec la démarche pragmatique. Et donc, il a donné une des premières définitions justement de cette démarche pragmatique dans un article de 93, Les appuis conventionnels de l'action, qui est un vrai classique, qui est donc celle d'une sociologie qui est attentive aux ajustements des personnes entre elles ou avec leur environnement dans des actions concrètes. Il a co-dirigé 2 ouvrages de référence sur la question des objets de l'action, donc avec Bernard Conin et Laurent Thévenot, et plus récemment, un ouvrage sur les objets composés avec Anthony Stavrianakis. Et il s'intéresse actuellement, donc dans la collaboration avec Janine, au mode de réparation des souffrances et des torts, en développant une approche processuelle de la normativité. Donc, c'est justement sur ce chantier commun que nous allons maintenant les entendre. Donc, je vous passe la parole. Et voilà, je suis très content d'être ici pour vous écouter et discuter avec vous. Merci beaucoup, Laura, pour cette introduction et aussi pour avoir accepté de prolonger ces échanges là, dans le cadre du séminaire du mois international. Merci à tous qui nous font le plaisir et l'honneur de participer à ce séminaire en ligne. Nous aimerions tout d'abord préciser la manière dont nous en sommes venus à proposer une approche générale de la réparation. Nous désignons avec Janine la réparation, tout ce que les personnes qui s'estiment victimes de tort ou de souffrance peuvent demander à faire valoir en retour de leurs atteintes. La sanction d'un coupable, la manifestation de la vérité, une demande de pardon, une indemnisation financière, des soins. La liste doit rester, selon nous, ouverte, car il s'agit justement de comprendre ce qui, du point de vue de ces personnes, vaut comme retour ajusté sur ce qui les touche. Cette définition de la réparation est plus large que celle qui est couramment proposée par les sociologues ou les juristes. Émile Durkheim, par exemple, a défini la réparation en opposition à la répression, en distinguant la sanction répressive, qui consiste à infliger une peine, et la sanction qu'il appelle restitutive ou réparative, qui vise à remettre les choses en état. Erving Goffman, dans son texte classique sur les échanges réparateurs, s'est centré sur l'étude des interactions de face à face entre un offenseur et un offensé. Il a envisagé les rituels interpersonnels de réparation comme des cycles d'échange où les 2 protagonistes qualifient ce qui s'est passé et, en se montrant l'un et l'autre respectueux d'un ordre social reconnu comme valide, cherchent à conserver leur dignité de personne. De son côté, la définition juridique de la réparation lie celle-ci à la reconnaissance d'une responsabilité civile concernant un préjudice et à son indemnisation financière, bien que dans les débats doctrinaux, certains juristes tendent à mobiliser une définition un peu plus large de cette notion, comme par exemple Antoine Garapon dans ses travaux sur la justice reconstructive. Notre approche de la réparation s'est nourrie d'une insatisfaction
que nous avions face aux réactions du champ intellectuel à partir des années 80 sur ce que nous avons appelé la question des victimes, c'est-à-dire la montée d'une préoccupation sur la place croissante qu'occupent les victimes en général dans notre société. Cette préoccupation a donné lieu à de nombreuses prises de position, certaines plutôt pro-victimes, d'autres plutôt anti-victimes. Et dans leur prise de position, de nombreux intellectuels ont eu tendance à projeter leurs propres inquiétudes et leurs attentes normatives sur les victimes. Des manières pour les intellectuels de se figurer les victimes, positivement ou négativement, ont ainsi émaillé les débats. La victime qui, enfermée dans un malheur singulier, peinerait à œuvrer pour l'intérêt général, ou celle qui, au contraire, du fait de son expérience de la souffrance, se montrerait capable de renouveler la lutte politique lorsque celle-ci est confrontée à l'épuisement des formes d'action plus classiques. Il s'agissait pour nous de relancer l'enquête sur la diversité et la complexité des attentes de réparation que les personnes forment elles-mêmes face aux situations auxquelles elles sont confrontées. De prendre donc au sérieux la normativité des victimes, d'interroger sous cet angle la spécificité des collectifs qu'elles forment, de saisir la force des dispositifs qu'elles rencontrent, qu'elles mobilisent ou qu'elles créent pour faire valoir leurs attentes de réparation, enfin d'étudier en contrepoint les réactions que les victimes suscitent parmi les acteurs qu'elles rencontrent dans leur parcours, des professionnels du droit, des journalistes, des experts, etc. Nous allons préciser dans cette intervention comment, en partant de cette insatisfaction autour de la question des victimes et en nous appuyant sur une définition donc large de la réparation, nous avons premièrement formulé des hypothèses sociologiques pour aborder la réparation comme opération sociale spécifique. Deuxièmement, choisi de conduire une enquête autour d'un cas. Cette enquête, nous le verrons, a connu plusieurs phases qui nous ont permis de suivre sur le temps long la trajectoire collective de la réparation d'une catastrophe de santé publique. Nous indiquerons enfin dans le séminaire quelques perspectives ouvertes par l'espace d'intelligibilité que nous avons voulu élaborer autour de la réparation. Alors, tout d'abord, quelques hypothèses sociologiques générales. Notre approche tire parti des travaux qui ont montré l'intérêt pour les sciences sociales de porter l'attention sur la manière dont les personnes produisent des évaluations sur leurs environnements. Ce que certains, tels Michel Lamont, Daniel Cefaï ou Bénédicte Zimmermann, par exemple, ont appelé les Valuation Studies ou Valuation and Evaluation Studies. Nous avons voulu ainsi reconstruire les bases régulières de la normativité sur laquelle s'appuient les victimes quand elles identifient des atteintes et formulent les réponses qui leur paraissent les plus ajustées. Il s'agissait d'identifier les principales attentes qui structurent le travail normatif des victimes et les patterns de jugement les plus couramment mobilisés. Ces évaluations sont complexes, on peut les suivre tout au long du parcours. Nous parlons ainsi d'une approche processuelle de la normativité des victimes autour de la réparation. Nous en sommes venus également à conceptualiser avec la notion de dispositif les entités qui nous paraissent déterminantes auxquelles les victimes sont confrontées. Cette notion de dispositif rend compte du caractère à la fois matériel et langagier de ces entités et de la force qu'elles peuvent exercer sur ces trajectoires. Nous concevons par exemple comme dispositif de réparation des procès civils et pénaux, des fonds d'indemnisation, des supports associatifs, des médias, des recours médicaux ou psychologiques, des installations mémorielles, etc. Et nous avons intégré avec la notion complémentaire d'écologie des dispositifs le fait qu'il convient de considérer l'ensemble des dispositifs qui, présents à un moment donné, tendent à être combinés les uns aux autres dans les stratégies de réparation des victimes. L'émergence d'un nouveau dispositif, un fonds d'indemnisation extrajudiciaire par exemple, en transformant l'écologie des dispositifs en présence,
peut reconfigurer parfois très largement les attentes des victimes ou d'une partie d'entre elles et relancer leur travail normatif dans de nouvelles directions. Nous avons conçu les individus auxquels nous nous sommes intéressés, qu'il s'agisse des victimes ou qu'il s'agisse des professionnels qui interviennent sur leur situation, comme des individus pluridéterminés, ce qui signifie être attentif dans chaque enquête à découvrir la nature et la conjugaison des facteurs qui permettent de comprendre la normativité dont ces individus se font l'écho. Nous avons ainsi cherché une manière de dépasser l'alternative très présente dans les travaux sur les parcours des victimes entre les approches dites continuistes et les approches dites discontinuistes, selon l'expression de Stéphane Latté. Les premières continuistes tendant à faire reposer les réactions des victimes sur les dispositions acquises avant la catastrophe, les secondes discontinuistes mettant au contraire l'accent sur l'influence causale de l'événement lui-même et du choc qu'il génère. Par exemple, voir l'usage que fait de la notion de choc moral, moral shock, James Jasper. Concernant l'enquête, en termes de méthode, nous avons fait le choix de nous centrer sur un drame collectif. Nous avons voulu suivre la manière dont les personnes confrontées à un même événement définissaient leurs atteintes. Nous avons voulu suivre la formation et la transformation de l'écologie des dispositifs de réparation en présence, examiner les variations dans les parcours des victimes autour d'un même drame et les tensions qui peuvent les opposer les unes aux autres dans leur conception des stratégies de réparation à adopter. Il s'agissait de mettre en œuvre l'espace relationnel des victimes autour d'un drame. Nous pensons en effet que, concernant l'objet étudié en tout cas, l'étude approfondie des singularités d'un cas est une bonne méthode pour atteindre un niveau de généralité plus élevé dans l'analyse. Nous nous inscrivons ainsi dans le prolongement des perspectives qui consistent en sciences sociales à penser par cas, dans la suite par exemple de Charles Regin et Howard Baker ou de Jean-Claude Passeron et Jacques Revel. Nous nous sommes donc concentrés sur un drame, celui des contaminations par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des enfants traités par hormones de croissance d'origine humaine. Ces contaminations ont eu lieu au début des années 1980 et ont entraîné à ce jour 122 décès en France. Si les premiers cas sont apparus en 1988, en raison de la durée d'incubation de la maladie, le dernier cas a été déclaré en 2021. Un millier d'enfants a été exposé au risque de contamination et rien n'exclut que d'autres cas puissent encore survenir. Le drame lui-même s'est donc déroulé sur plusieurs décennies, comme d'autres catastrophes caractérisées aujourd'hui par l'incertitude des atteintes et leur inscription sur le temps long. La trajectoire de la réparation du drame s'est elle-même déployée sur de nombreuses années, comme d'autres catastrophes qui, bien que plus circonscrites que celle-ci, connaissent néanmoins de longs, voire très longs développements en termes de réparation. L'enquête a ainsi soulevé des questions de clôture et de réouverture successives. Les premiers entretiens sociologiques ont en effet été réalisés au début des années 2000 et les derniers développements près de 20 ans plus tard. On peut en rendre compte en présentant les trois séquences qui ont donc structuré notre approche. Et je passe la parole pour cet aspect-là à Janine. Bien, merci. Merci Nicolas, merci Laura. Donc tout d'abord, première séquence d'enquête, au début des années 2000, quand nous menons les premiers entretiens avec des parents d'enfants décédés et des parents de jeunes à risque, nous réalisons que pour bien comprendre leur réaction face à la survenue des contaminations, des premiers cas, et leur manière d'aborder la réparation du drame, il nous fallait remonter loin en arrière, tant dans leur existence que dans celle du collectif qui s'était formé plusieurs années auparavant,
avec le regroupement de parents mobilisés autour de l'accès à ces traitements. Cet élargissement rétrospectif nous a conduit à contacter d'anciens responsables du collectif, à dépouiller et à regrouper des archives sur des fonds assez dispersés de ces associations. Donc l'objectif était de mieux saisir la complexité des tensions qui ont traversé ce collectif, qui préexistait au drame, face aux contaminations qui frappaient une partie seulement de leurs membres. Puis, de comprendre l'émergence des deux collectifs de victimes qui se sont constitués au milieu des années 90 à la suite du drame. Donc, en travaillant dans cette première échelle de temps, sur 2 décennies environ d'histoire associative, nous avons proposé un cadre d'analyse permettant de rendre compte de l'ancrage des stratégies de réparation dans des formes d'engagement associatif successives. Nous avons également abordé les conflits en réparation qui ont émergé à la suite du drame. Ces conflits portaient notamment sur la place que pouvait prendre le procès pénal parmi les dispositifs de réparation, sur l'intérêt et la manière de mobiliser les médias autour du drame et sur la conception de l'entraide entre personnes concernées au sein de ces collectifs. Par la notion de forme d'engagement associatif, nous avons désigné l'ensemble des schémas qui ressortent du travail normatif des membres d'un collectif pour définir d'une manière relativement stable ses finalités, le réglage des relations entre ses membres et avec les instances extérieures auxquelles ces membres s'estiment liés. Nous nous situons ainsi dans une perspective assez proche de ce que Nina Eliassoff et Paul Lichterman ont voulu traduire avec la notion de style de groupe. Face aux contaminations, nous montrons comment les responsables du collectif de parents qui préexistaient à ce drame, ancrés dans une forme d'engagement déjà constituée, ont d'abord voulu préserver la communauté de destin qui s'était créée autour du soutien au traitement. Ils ont ainsi construit une stratégie de réparation visant à, d'une part, soutenir les victimes par une aide centralisée et discrète entre leurs mains et par l'appel à l'État pour créer un fonds de solidarité financière, notamment, à l'intention des victimes, et d'autre part, contenir les victimes, c'est-à-dire considérer que le recours au procès pénal ou au procès civil et aux médias n'aurait sur elles que des effets négatifs. Donc, ces personnes s'en trouveraient profondément affectées et ainsi que les réseaux d'acteurs avec lesquels l'association s'estimait liée. Les responsables associatifs ont alors prôné une conception de l'entraide et ce que nous avons appelé une figure contraignante de la bonne victime qui va à la fois être remise en cause et supposer la création de nouveaux collectifs entièrement dédiés à la réparation du drame. D'une manière générale, nous identifions à partir du drame que nous avons étudié 3 cas de figure concernant les relations entre catastrophes et formes d'engagement associatif. Et dans ce sens, nous ne sommes ni continuistes ni discontinuistes, comme l'a indiqué Nicolas. Donc, ces 3 cas de figure sont lorsque la forme d'engagement assimile l'irruption de la catastrophe parmi ses membres, lorsque la forme d'engagement est elle-même transformée par la catastrophe, et lorsqu'une nouvelle forme d'engagement associatif émerge en lien direct avec la catastrophe. Donc, dans une seconde séquence, alors que l'enquête que nous avions initiée au début des années 2000 semblait arriver à son terme, on a assisté en 2008 à une relance des processus de réparation autour de ce drame. Donc, avec l'ouverture du procès pénal en première instance. Cette relance, à ce moment, nous a incité à reprendre l'enquête. Les personnes que nous avions rencontrées au début des années 2000 étaient assez sceptiques sur le fait que le procès pénal se tienne un jour, même si celui-ci constitue un horizon fédérateur dans leur mobilisation collective. L'instruction était ouverte alors depuis plus de 10 ans
Et l'adoption en France de la loi dite Fauchon sur les délits non intentionnels suscitait des protestations assez vives parmi les collectifs de victimes, tous secteurs confondus. Ces collectifs de victimes pensaient que cette loi sur les délits non intentionnels allait mettre fin au traitement pénal des affaires relatives à des catastrophes collectives. Donc, l'ouverture du procès pénal a constitué de ce point de vue un événement majeur dans le parcours des personnes touchées par le drame, dont on voulait mesurer et suivre les implications. Nous avons donc réalisé une ethnographie de l'audience pénale en assistant à toutes ces séances pendant près de 4 mois. Nous avons été frappés par différentes choses. Tout d'abord, la présence massive des victimes à l'audience. Donc, au premier jour de l'audience, près de 300 personnes s'étaient déplacées de toute partie de la France et investissaient la salle en contreplaqué qui avait été spécialement érigée dans la salle des pas perdus du Palais de justice de Paris. Nous avons été frappés également par la place qui leur était accordée, à travers notamment la possibilité qui leur était donnée de s'exprimer assez librement à la barre. Et au total, plus d'une centaine de personnes ont été auditionnées dans ce cadre. Nous avons été frappés enfin par l'intensité du travail normatif déployé tant par les victimes que par d'autres acteurs, professionnels du droit et journalistes notamment, autour du sens qu'il fallait donner à ces témoignages, autour de l'évaluation des conduites des victimes à l'audience et des conduites des autres acteurs à leur égard. Sur cette échelle de temps, très resserrée par rapport à la précédente, nous avons donc placé la focale à l'intérieur même de ce dispositif qu'est le procès pendant toutes ces semaines où il s'est déroulé. Au-delà des débats doctrinaux qui opposaient face à la montée des victimes au pénal les pro-victimes et les anti-victimes, à travers notamment la ligne de fracture entre un pôle répressif et un pôle plutôt libéral de juristes, nous avons donc analysé, à partir de nos observations ethnographiques, le travail normatif des acteurs autour d'un ensemble de préoccupations pratiques liées au déroulement de l'audience. Donc, ces préoccupations pouvaient être de comment fixer un ordre de passage pour les témoignages de victimes, comment délimiter le territoire de chacun dans la salle, construire le cadre d'un affrontement normal entre prévenus et familles d'enfants décédés, gérer les conflits qui peuvent émerger dans les espaces latéraux à la salle d'audience. Nous avons donc observé les interventions visant à recadrer les conduites des victimes, les protestations aussi de celles-ci face à certaines pratiques de la défense, la manière dont les avocats et le ministère public ont, dans leur plaidoirie ou dans leur réquisition, engagé une réflexion, une réflexivité stratégique, ce que nous avons appelé une réflexivité stratégique sur la place des victimes à l'audience et sur le statut qu'il fallait accorder aux souffrances qu'elles avaient exprimées au moment où on passerait à l'élaboration d'un jugement de droit. Notre connaissance préalable de nombreux participants de l'audience et des dynamiques associatives en présence qui résultaient donc de la première étape de l'enquête nous a permis d'éclairer ce qui est à l'origine de la différenciation des conduites des victimes au tribunal en termes d'appartenance à tel ou tel collectif et donc de forme d'engagement associatif, en termes de genre ou en termes de génération de personnes face à la catastrophe, dont Nicolas a rappelé l'étalement sur la durée. Nous avons montré l'équivocité de la place des victimes au pénal et il nous est apparu en effet qu'on devait penser cette place comme étant une place à la fois centrale et périphérique. Centrale du fait du temps de parole qui était donné aux victimes
et de la souplesse du format destiné à organiser leur audition, et périphérique en raison de nombreux indices qui montraient la séparation construite par une partie des acteurs du procès dans le cours de l'audience entre cette longue séquence d'audition des victimes et les débats autour de la responsabilité. Enfin, l'enquête a connu une troisième séquence. 10 ans après l'audition, cette audience de première instance, nous avons mené de nouvelles investigations, donc en 2018, sur la trajectoire de réparation du drame. En 2009, le procès que nous avions donc observé avait abouti à une relaxe générale qui avait été ensuite confirmée en appel puis en cassation. Et un palier semblait atteint avec l'épuisement du pénal et des dispositifs associatifs qui avaient fait du procès un horizon fédérateur pour bon nombre de victimes. Cet épuisement nous a incité à proposer à plusieurs personnes un retour sur leur expérience du pénal, à explorer les différents modes de déplacement après le pénal des attentes de réparation vers d'autres atteintes ou vers d'autres dispositifs. Nous avons en particulier exploré 3 aspects. Tout d'abord, la manière dont les victimes elles-mêmes revenaient sur cette place qui leur avait été accordée à l'audience de première instance, dont elles réagissaient à la perception de leur témoignage comme témoignage de souffrance et non comme contribution au débat sur la responsabilité, et plus largement, dont elles revenaient sur ce hiatus entre souffrance et droit imposé par les avocats de la défense et ces avocats qui, tout en saluant finalement l'unanimité compassionnelle qui s'était manifestée autour des victimes pendant l'audience, avaient proposé de mettre ces témoignages de souffrance de côté au moment d'élaborer un verdict de droit. Donc cette réaction semblait aux victimes d'autant plus cruciale que la plupart des journalistes de la presse écrite, tout en relayant abondamment les émotions associées à ces témoignages, s'étaient fait en quelque sorte, comme nous avons appelé les pédagogues du droit, en insistant sur la vigilance qui s'impose au tribunal devant la dimension émotionnelle d'une audience à ce point marquée par la présence des victimes et de leurs souffrances, et des souffrances dont elles témoignaient. Nous avons souligné aussi, c'est un deuxième point, les tensions dans l'espace des victimes qui ont été liées après la relaxe par la montée d'un nouveau combat autour des irréparés du drame, avec des demandes croissantes de jeunes à risque donc qui avaient été exposés donc au risque de contamination de leur traitement par la maladie de Creutzfeldt-Jakob et qui se sont mobilisés pour la reconnaissance d'un préjudice d'angoisse lié aux contaminations. Enfin, un dernier aspect de cette investigation, je dirais, post-procès pénal, nous avons observé le travail complexe entrepris donc après le pénal par des parents désirant construire un lieu de mémoire collective du drame. Nous avons analysé aussi le recours à un dispositif que nous avons appelé médiatico-religieux à travers l'étude d'un documentaire réalisé par une chaîne de diffusion catholique et organisant la rencontre entre des parents d'une jeune femme décédée de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et un ancien prévenu, rencontre organisée sous l'angle du pardon. Donc, pour finir, je parlerai des quelques propositions que nous avons élaborées au terme de ce travail. Donc, nous avons formulé plusieurs propositions qui permettent de dépasser nos insatisfactions sur le traitement de la question des victimes, en construisant un cadre général d'intelligibilité de la réparation qui ouvre notamment la voie vers des perspectives comparatives. Au-delà des résultats qui jalonnent chacune des phases de l'enquête, ce cadre met l'accent sur l'articulation entre les attentes des victimes et les dispositifs de réparation auxquels elles sont confrontées, qu'elles contribuent à créer ou qu'elles mobilisent.
Nous identifions 3 grandes attentes au cœur de la normativité des victimes: la reconstruction des personnes, la vérité pour l'événement et la compensation des atteintes. Ces attentes sont plus ou moins fortes selon les moments et selon les personnes, mais ce sont très généralement ces attentes que les personnes tentent à articuler dans leur stratégie de réparation. Nous avons également mis l'accent sur les processus de psychologisation des victimes qui consistent à imputer à des états psychologiques propres aux victimes des conduites observées dans la demande de réparation. L'affrontement entre différentes formules de psychologisation a jalonné les étapes de la trajectoire collective de la réparation que nous avons étudiée au sein de l'association de parents préexistantes au drame et des collectifs qui se sont formés dans la suite, à l'audience pénale et face à l'émergence notamment d'un nouveau combat pour les irréparés de la catastrophe. Pour revenir à notre insatisfaction initiale, l'exemple du procès de l'hormone de croissance nous amène finalement à penser que c'est mal poser les termes du débat autour des victimes que d'y voir un choix à faire entre une présence plus forte ou moins forte dans les dispositifs institués, mais que l'on a tout intérêt à lui substituer une réflexion sur les outils et les pratiques capables de traiter l'équivocité intrinsèque de leur place. C'est ainsi que l'on abordera au mieux, nous semble-t-il, les nouvelles frontières de la réparation. Merci à tous et à toutes. Okay. Donc, on peut commencer à discuter. Et donc, peut-être, justement, je me charge de vous poser une première série de questions en attendant qu'il y ait des réactions aussi des personnes qui nous suivent. Et alors, en fait, j'ai plusieurs types de questions. C'est-à-dire que j'ai aussi des questions qui ont à voir avec des thèmes qu'on avait traités dans le séminaire. Donc, je suis curieuse aussi de connaître comment, à la fin de ce travail, vous revenez sur ces questions qu'on avait discutées ensemble. Mais d'abord, alors, ma première série de questions, c'est vraiment sur des aspects sur lesquels vous êtes, qui ont été au centre de votre présentation. Et donc, j'aimerais quand même revenir sur cette approche de l'individu-personne pluridéterminée et normativement partagée. Donc, si, j'aimerais peut-être, par des exemples, de voir mieux cette dimension de la pluridétermination. Comment elle s'est manifestée dans votre terrain. Et donc, aussi, si vous, revenir sur cette place des biographies. Et donc, le traitement des biographies. Ça, c'est une première question. Alors, une deuxième question porte sur la place de la comparaison. Donc, Janine, tu es passée rapidement sur la question de comparaison. Et donc, si vous pouvez peut-être revenir de manière aussi prospective de ce qui peut être fait à partir de cette première, de cet effort de clarification. Donc, revenir sur les outils que vous voyez pour être propices à ouvrir vers le dialogue à d'autres situations de victimes, donc la comparaison entre différents types de catastrophes à réparer, ou la même catastrophe dans des contextes différents. Donc, c'était ma deuxième question. Et la troisième, et après je m'arrête et je vous laisse la parole, l'autre aspect qui m'a beaucoup intéressé, c'est d'une certaine façon la relation que vous établissez entre forme d'engagement et stratégie de réparation. Et effectivement, cette fonction que les associations dans votre construction semblent recouvrir, d'être le lieu effectivement qui porte
la stratégie. D'une certaine façon, c'est plus les individus. Justement, une question est-elle stratégie individuelle, stratégie associative? Mais voilà, en vous écoutant, on a l'impression qu'au final, c'est dans les associations que la question de la stratégie est posée et que les associations, d'une certaine façon, dans leur forme d'engagement, elles offrent un lieu où le vécu individuel de l'être victime trouve des manières d'être partagées selon des formes différentes. Et là aussi, c'est intéressant parce que justement, ces formes différentes, elles sont différentes sous quel angle? Donc, est-ce que c'est justement des formes de familiarité acquises entre les membres de l'association qui donc vont permettre une forme de prise en charge aussi des dimensions plus personnelles qui sont liées à l'épreuve que les victimes doivent confronter, ou voilà, est-ce que c'est sur des bases par exemple, de démocratie, de construction démocratique. Donc voilà, j'étais très intéressée aussi à mieux comprendre ces formes de l'engagement dans leur articulation à des stratégies. Et donc effectivement, quand même, la question de la stratégie portée donc par les associations, elle devient d'une certaine façon le travail que ces associations sont appelées à faire dans, si j'ai bien compris, porter les victimes vers une définition de la réparation qui a été collectivement élaborée dans… donc, j'ai un peu l'impression que l'association est le lieu où ces différentes attentes s'élaborent selon des formes différentes et qui après vont aboutir à la stratégie. Donc voilà, c'est effectivement, disons, ils sont liés après la première et la dernière question, c'est-à-dire la question individu pluridéterminé et stratégie et association. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est mes premières curiosités. Bon, on retourne comme ça, peut-être, si tu veux. Moi, je veux bien dire un mot sur la question sur, au fond, pourquoi et comment des individus pluridéterminés. Il y a deux aspects. Le premier, c'est vrai qu'on s'est placé dans un type de sociologie qui, à la fois, cherche à prendre en considération, notamment autour d'un même drame, et c'est un constat empirique, de la variation très importante des réactions face au même drame, et en même temps, on s'interroge sur quels sont les éléments dans le parcours antérieur des personnes, et on l'a bien vu sur cette partie de l'enquête qui cherchait un élargissement rétrospectif du travail. Qu'est-ce qui joue finalement dans ces variations? Alors, on en est venu finalement à mettre en avant, je dirais, 4 aspects qui sans doute, en tout cas dans le cas étudié, jouent principalement dans cette variation des parcours. D'une part, le rôle acquis par les personnes dans les dispositifs, soit les dispositifs associatifs, par exemple, le constat que les personnes, selon qu'elles étaient responsables dans l'association, qu'elles étaient au bureau, ou simplement des membres sans rôle particulier, notamment à l'intérieur de cette association de parents qui préexistait au drame, avaient réagi très, très différemment à ce drame en raison de leur relation, notamment à la nature des intérêts qui leur semblaient légitimes de porter du fait de leur rôle à l'intérieur de l'association. Le deuxième aspect, donc là, ça joue sur d'autres dispositifs. Il y a un effet évident du rôle acquis dans un dispositif sur la manière de réagir au drame auquel les personnes sont confrontées. Le deuxième aspect, c'est que les stratégies de réparation jouent elles-mêmes un rôle. Les individus se donnent et les collectifs se donnent des stratégies de réparation. Alors, nous, on utilise stratégie comme l'entend
Anne Swidler à propos des stratégies d'action. C'est pour nous une stratégie, c'est un ensemble de buts et de moyens que des personnes ou des collectifs se donnent pour orienter avec un certain horizon temporel la nature des actions qu'elles vont engager, en faisant référence à des attentes justement qu'elles combinent dans la stratégie qu'elles élaborent. Alors évidemment, la stratégie tient plus ou moins selon la nature des événements qui émergent, mais il nous semble important de tenir en compte l'aspect du fait que les individus et les collectifs se lient à des stratégies qu'ils explicitent à un moment donné pour un certain horizon temporel. Et on le voit dans le cas présent que cette notion de stratégie de réparation, elle permet quand même de distinguer assez nettement, par exemple, dans la conduite des personnes au procès pénal, leur conduite au procès pénal était très largement dépendante de la stratégie de réparation que les collectifs associatifs ou certaines personnes individuellement, on reviendra à la deuxième question, pouvaient avoir exprimé quant à ce qu'elles attendaient du procès pénal et des autres dispositifs, des médias ou des fonds d'indemnisation afférents. Le troisième aspect qu'on a retenu dans cette idée d'individus pluridéterminés, c'est les épisodes marquants antérieurs qui, pour les personnes, orientent très fortement leur stratégie de réparation. Alors, je donnerai un exemple, et c'est des épisodes que les personnes elles-mêmes mobilisent dans le langage qu'elles vont développer pour soutenir, légitimer les demandes en réparation et les stratégies qu'elles adoptent, ou les compétences qu'elles peuvent se revendiquer. Alors, je donnerai un exemple, c'est que, par exemple, la présidente de l'une des associations de victimes a à multiples fois fait référence au fait que sa famille avait été victime du génocide des Arméniens et qu'elle en avait tiré véritablement une conception de la justice et une conception de la place de la justice et de la place du combat pour les faits dans la manière dont elle avait réagi à ces contaminations. Mais c'est vrai pour d'autres personnes qui pouvaient faire référence à d'autres épisodes marquants et l'inclure dans tout ce travail normatif et ces langages qu'elles pouvaient, les unes vis-à-vis des autres ou vis-à-vis des instances, témoigner d'une façon langagière. Et enfin, le dernier élément, c'est notre attention aux différentes sphères de socialisation primaire et secondaire qui nous semble important de prendre en considération. Alors là, je donnerai un exemple qui est tiré de notre observation du procès pénal, c'est-à-dire on a bien montré d'un point de vue statistique, à partir de la centaine et plus de témoignages à l'audience, qu'il y avait une différenciation de genre qui était importante dans la nature même du contenu des témoignages que ces personnes qui, dans un format finalement relativement libre, avaient été amenées de fait à engager devant le tribunal. Les femmes, statistiquement, étant plus engagées vers le témoignage des souffrances dont avait été victime leur enfant et de l'accompagnement qui avait été le leur lors de cette maladie, une maladie quand même tout à fait terrible, et les pères étant plus enclins à aborder la question des responsabilités et de façon essayer de donner des arguments circonstanciés concernant la question des responsabilités. C'est juste l'un des exemples que je peux fournir sur cet aspect qui est effectivement l'influence de sphères de socialisation diverses auxquelles on peut être attentif. Donc, on a essayé de cette manière d'être à la fois ouvert à la nature des facteurs, mais en même temps à bien considérer les différentes catégories de facteurs qui se conjuguaient dans ces parcours de victimes. Alors, j'ajouterais un dernier élément par rapport à finalement notre position par rapport aux approches biographiques.
l'un des points qui nous a frappé dans ce travail, qui est d'ailleurs au cœur de cette notion de dispositif de réparation, c'est de constater que les personnes reviennent sur la nature de ce qui leur est arrivé de façon très différenciée selon le dispositif dans lequel elles en viennent à s'exprimer ou vis-à-vis duquel elles en viennent à s'exprimer. Que le retour sur le drame, il est très différent lorsqu'il s'agit d'un dispositif d'indemnisation, lorsqu'il s'agit de la façon dont elles parlent dans des réunions intra-associatives ou lorsqu'elles en parlent au pénal, ou même lorsqu'elles s'en parlaient à nous comme sociologues. Finalement, l'entretien est en lui-même un dispositif que les personnes, d'une certaine façon, peuvent mobiliser à des voix avec des visées réparatrices. Alors, cet aspect-là, il est pour nous important et il nous met, par rapport à cette question des approches biographiques, véritablement dans le prolongement du travail qu'a mené Michael Pollack sur l'expérience concentrationnaire, parce que l'un des aspects fondamentaux qu'a montré Pollack dans ce livre, c'est justement d'étudier très systématiquement la variation des formes de témoignages pour les personnes survivantes des camps sous le régime nazi, selon justement le format, le dispositif dans lequel elles en venaient à s'exprimer. Donc, on a aussi dans notre approche biographique, on intègre le fait que le retour des personnes sur leur propre biographie est très lié au dispositif dans lequel elles s'expriment. Janine, tu veux dire un mot sur la deuxième question non, sur plus déterminé aussi à ajouter qu'effectivement, sur cette centaine de témoignages à l'audience pénale, on a pu effectivement repérer des styles de témoignages, des styles d'imputation de responsabilité, circonstanciées ou globales, des dominantes dans le témoignage, dominantes sur la souffrance et les épreuves, dominantes sur le vécu effectivement quotidien avec la maladie. Et à partir de ces différents styles de témoignage, on a pu repérer effectivement différentes variations avec ces niveaux de détermination dont parlait et ces influences dont parlait Nicolas. Donc, il y a cet effet de l'engagement collectif dans un style de groupe ou dans une forme d'engagement particulier, c'est-à-dire des formes d'engagement des fois beaucoup plus tournées vers la figure d'une grande aidante qui accueille en fait des familles qui ont besoin d'un soutien dans l'épreuve de la maladie de la part d'une personne qui s'estime ou qui est estimée par d'autres plus compétente, plus chevronnée, etc. Et donc, il va y avoir des témoignages de reconnaissance vis-à-vis de cette personne en particulier. Il va y avoir des récits de l'accompagnement dans la souffrance. Donc, il y a une véritable connexion entre les styles de témoignage à l'audience et la nature de l'engagement associatif. Donc, un autre groupe qui est plus un cercle de parents, un petit cercle de parents entre aidants, vont avoir un autre style finalement de récit à l'audience. Donc ça, c'est une détermination par l'engagement dans des formes associatives différentes. Donc, Nicolas a parlé des effets de genre, on peut aussi parler des effets de génération. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est comment, sur une catastrophe qui va s'étaler dans la durée comme ça, on va avoir des générations qui vont se profiler, les générations des premiers parents d'enfants victimes du drame, qui, au moment où nous observons l'audience, sont parfois décédés depuis près de 20 ans, et des décès effectivement plus récents. Donc ça, c'est lié en fait à une construction et une succession de générations de parents et de formes d'engagement dans des drames qui s'étalent comme ça sur un temps finalement assez long. Donc c'est ça que nous avons, et effectivement quand les parents entrent dans l'affaire, dans le drame au tournant des années, au début des années 90, alors qu'il y a peu de cas, une alerte très
très minimale, que les associations ne sont pas constituées, qu'un fonds d'indemnisation des victimes extrajudiciaires n'est pas créé. Effectivement, se construit en solidarité une génération de personnes confrontées à la publicisation du drame, confrontées, etc., à une série d'épreuves que les personnes atteintes plus récemment ne vont pas retrouver à l'identique. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on met en évidence et ce qu'on décrit dans notre ouvrage. Donc, cette trajectoire et ces pluridéterminations. Peut-être, je peux dire 2 mots de la question sur la comparaison. La comparaison, en fait, autour de notre cadre d'analyse, on a développé déjà 2 perspectives comparatives qui se sont appuyées soit sur des collaborations avec d'autres chercheurs, soit sur des récits et des analyses, des études de cas autour d'autres catastrophes. Donc, ce qui a été intéressant pour nous, c'est de voir comment se construisait à travers ce cadre un espace de variation dans ces trajectoires de réparation et ce qui comptait finalement pour expliquer cette différenciation des trajectoires collectives d'un drame. Donc, nous avons étudié notamment, moi j'ai eu une collaboration avec Emmanuel Filion qui a travaillé sur le drame du sang contaminé. Et là, l'idée, c'était de comparer, en fait, dans un même contexte national, 2 trajectoires de réparation autour de drames qui présentent des similitudes en apparence. Donc, c'est variation dans un même contexte autour de drames avec des similitudes. Et donc, effectivement, on a repéré un certain nombre de choses qui convergeaient, mais on a vu également comment, par exemple, les entités, la nature des entités concernées et leur transformation, des réseaux de solidarité qui sont créés autour de certains agents, par exemple les traitements. Dans le cadre du sang contaminé, on avait un produit sanguin qui a été effectivement renouvelé, mais qui est resté présent sur le marché, alors que dans le cadre de l'hormone de croissance, l'entité en question a disparu. On a remplacé une hormone d'origine humaine par une hormone synthétique. Ça a reconfiguré complètement les réseaux de liens et de dépendance entre les personnes traitées, les producteurs de soins, etc. Et donc, on a pu suivre en fait ces effets de reconfiguration distinctive sur la trajectoire de la réparation du drame. Dans un cas, les familles restaient assez dépendantes des producteurs et des cliniciens. Dans l'autre cas, il y avait effectivement des ruptures de réseaux de dépendance qui autorisaient plus fortement certaines mises en responsabilité des producteurs ou prescripteurs de traitement. Donc, une autre question qui s'est posée, c'est également, à travers cette comparaison avec le sang contaminé, par exemple, le fait que les dispositifs ne sont pas arrivés tous dans le même ordre et au même moment. Donc, le fonds d'indemnisation qui a été mis en place pour la catastrophe de l'hormone de croissance préexistait au drame et il a été activé très rapidement au moment des premiers cas de contamination. Tandis que dans le cadre du sang contaminé, ce dispositif ne préexistait pas et il a fait l'objet d'un investissement et d'une attente vraiment particulière et de controverses assez vives. Donc c'est en ce sens qu'on a vu l'effet en fait de la formation et de la transformation des écologies des dispositifs sur les attentes des victimes et les formes de leur mobilisation. Donc ça, c'est ce qu'on peut identifier à travers ces comparaisons, effectivement, des espaces de variation qu'on peut finalement analyser avec la grille de lecture et les concepts qu'on a voulu proposer dans cette approche de la réparation.
une autre possibilité ouverte par la comparaison, ça a été de comparer non pas dans un même contexte national deux affaires différentes, hein, mais de comparer dans différents contextes nationaux ce qui n'est pas la même affaire, mais disons le même drame de contamination lié au même type de traitement. Donc là, on s'est appuyé sur une littérature qui avait traité le cas des contaminations par hormones de croissance aux États-Unis et surtout au Royaume-Uni, pour repérer effectivement non pas ce qui serait de l'ordre d'une culture générale de ces pays, une culture juridique ou une propension des uns à être plus procéduriers ou moins procéduriers que les autres, mais finalement l'existence de dispositifs, mais aussi de réactions des autorités sanitaires différentes. Donc, pour donner un exemple, au Royaume-Uni, pour une catastrophe assez semblable, les associations ont demandé la création d'un fonds d'indemnisation au gouvernement. Et le gouvernement, à l'époque, a refusé, considérant que ce fonds créerait en quelque sorte un précédent et qu'il faudrait après le répéter et que ce serait probablement compliqué dans ce contexte. Donc, le refus de création du fonds a orienté la trajectoire de réparation et le travail normatif des victimes dans une voie différente que l'acceptation en France du fonds a orienté les victimes. En France, en acceptant le fonds rapidement, on s'est trouvé dans une opposition entre ce fonds créé sur la solidarité, est-il une manière de finalement d'écarter les victimes du procès pénal? Et donc toute la construction des attentes de justice, de vérité, etc., c'est ancré sur cette chronologie liée à la décision publique. Voilà. Tandis qu'au Royaume-Uni, ce refus du fonds a finalement drainé d'emblée les victimes vers la mobilisation d'un dispositif qui n'existe pas en France, qui est le dispositif, ou qui n'existait pas à ce moment, qui est le dispositif d'action collective. Et l'action collective comme dispositif a à la fois agi sur les attentes des victimes et sur, en quelque sorte, leur construction même. Je ne sais pas s'il faut que j'aille plus loin pour donner un exemple, mais bon, peut-être pas. Bon, disons que en France, voilà, comme on l'a dit, on a vu arriver les irréparés à travers les procès des jeunes à risque au tournant vraiment après les années 2000. Parce qu'il a fallu effectivement que les patients traités dans l'enfance grandissent, que ces patients traités dans l'enfance se sentent autorisés à demander réparation, alors qu'avant, ils étaient confrontés à des parents qui avaient eu leurs enfants décédés avec tout un tas d'imputations et d'attributions morales. Et cette montée des irréparés du drame a été très tardive en France, alors qu'au Royaume-Uni, l'existence du dispositif d'action collective a finalement englobé par lui-même, par le dispositif lui-même, toutes les catégories possibles d'atteintes et de dommages. Donc, on n'a pas été dans une logique de la plainte, de l'émergence de la plainte par ces irréparés, mais dans une logique où un dispositif constituait un cadre qui intégrait d'emblée les différentes atteintes. Et ça a produit en fait des effets importants sur la trajectoire collective du drame et sur les expériences des victimes elles-mêmes. Donc, c'est vraiment cette interaction qu'on permet d'éclairer en comparant une série de cas. Donc, je ne sais pas, Nicolas, si tu veux. Oui, il y a une question sur les émotions sur lesquelles je pourrais dire un mot. Donc, voilà, je vais peut-être. Je remercie de la question déjà.
Et donc, la question à avoir, donc dans votre terrain de recherche, si vous avez pris en considération les émotions des victimes dans leur engagement associatif. Et donc, effectivement, la question ça permet d'aborder la question évaluation, émotion, et voilà, comment aussi, comme sociologie de l'évaluation, cette dimension des émotions. Donc, merci beaucoup pour la question. Alors, sur ce point, j'aurais une approche pas des émotions dans leur ensemble, mais d'être assez attentif. Ce qui nous a conduit, c'est sans doute d'être assez attentif à la nature du travail, et ce qu'on appelle le travail normatif, qui est conduit justement en partie sur la question des émotions par les acteurs, et ça joue un rôle tout à fait important d'une manière générale. Et ensuite, il faut quand même bien distinguer la nature du travail selon le type d'émotion sur lequel il porte. Là, Janine en a dit un mot, par exemple, tout un aspect de notre travail qui est déjà présent d'ailleurs dans l'article de sociologie du travail qu'on a mis dans les références de vidéo, a été de montrer comment les acteurs du procès, et notamment les professionnels du droit, travaillent cette émotion qui est la compassion. Donc, il y a un retour, et dans le cas des avocats, évidemment, un retour stratégique pour relire la nature de ce qui se passe dans une audience au vu à la fois entre deux exigences, qui d'un côté une exigence d'humanité, qui est de tenir justement l'expression de la compassion comme une obligation, qui est un témoignage de l'humanité des personnes par rapport, y compris les juristes et les professionnels du droit, face aux souffrances dont ils sont les spectateurs, hein, et en même temps la contrainte d'objectivité qui s'exerce sur eux et sur le tribunal pour juger de l'affaire. Et ce qu'on montre, c'est justement les montages assez complexes que font les uns et les autres en fonction de leur stratégie judiciaire sur le statut et la manière dont ils traitent, quelle est la bonne attitude. Comment doit-on gérer l'attitude compassionnelle à l'intérieur d'une audience pénale? Alors, je voudrais prendre un autre exemple qui est plus lié à cette question de l'émotion des victimes dans l'engagement associatif, qui est la question de la colère. On décrit, c'était un moment assez important à l'intérieur de l'association de parents qui préexistait au drame sur lequel nous nous sommes penchés, qui est le fait qu'à un moment, deux mères d'enfants qui étaient elles-mêmes des membres actifs de cette association ont commencé à considérer que leur enfant avait les symptômes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et en ont fait état auprès des autres membres de l'association dans des réunions du délégué, de réunions du bureau. Et la question, ça a été notamment le statut de la colère, de leur colère. C'est-à-dire, ces mères considéraient que la responsabilité concernant l'émergence de ces contaminations devait, comment dire, être traitée de front et ne pas avoir à être évitée par les responsables associatifs, et se prévalaient de leur statut de mère d'enfants contaminés pour se considérer comme en prise sur la réalité des faits, comprenant la nature de ce qui arrivait à leur enfant, et donc empreinte, je dirais, d'une légitime colère vis-à-vis de ce qui leur arrivait. Alors que de l'autre côté, un certain nombre des responsables associatifs voyaient dans cette colère l'effet et aussi la cause d'un aveuglement sur la nature de ce qui se passait pour leur enfant, mettait en doute le fait qu'il s'agisse d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc on voit dans cet exemple que
une émotion comme la colère, notamment parce qu'elle fait l'objet, comme l'a dit Janine, de processus de psychologisation qui sont opposés les uns aux autres, peuvent être au cœur justement de ces tensions normatives qui peuvent apparaître au sein d'une association. Et concernant la colère, ce qui est intéressant, c'est que lors du procès pénal, au fond, la colère des victimes lors de l'audience a été traitée notamment par les journalistes comme une colère avec un autre statut que les deux premières visions de la colère que j'indiquais ici, qui est au fond une colère que l'on doit comprendre parce que c'est une colère qui vient de la souffrance. Et comme c'est une colère qui vient de la souffrance, à la fois on doit la comprendre et en même temps, elle n'est pas un appui pour l'expression d'une justice et la construction d'une justice véritable. Donc je prends cet exemple de la colère parce qu'il me semble relativement indicatif des phénomènes opposés de psychologisation qui, autour de certaines émotions, d'une manière souvent très vive, du fait justement de l'intensité de ces émotions, en vient à partager les personnes et à jouer un rôle important dans le travail de réparation. On n'a pas de questions, donc je peux moi-même vous poser alors une question qui a à voir à des discussions que nous avons eues longuement sur la question de l'équivalence, de la mise en équivalence. Et donc, comment, voilà, ce travail que vous avez mené, donc c'est peut-être une question un peu liée aussi au débat de la sociologie, justement, des opérations d'évaluation, qui a montré, voilà, la commensuration comme étant un processus, voilà, social. Et c'est vrai que dans la situation, donc dans le dispositif qui vous intéresse, cette statut de l'équivalence, de la mise en équivalence, le statut de la mise en équivalence, voilà, ça fait partie peut-être de cette aussi de cette source de équivocité des victimes, que d'une certaine manière il faut arriver à établir voilà quelque chose qui est de l'ordre de l'équivalence entre des victimes et en même temps maintenir l'idée que chaque victime n'est pas réductible à la commune mesure. Et donc, j'étais intéressée à comment cette perspective que vous avez développée, qui donc regarde la question de la réparation dans une écologie, dans une écologie des dispositifs, comment en fait vous avez vu que les acteurs eux-mêmes gèrent cette équivocité de leur demande d'une certaine façon d'équivalence, mais ce qui ne va jamais être l'équivalence totale. Voilà, ça c'est... Ok. Je sais pas, moi, si je prends la question de l'équivalence sous un certain aspect, c'est-à-dire l'aspect peut-être de l'équivalence financière, ou la question financière, c'est pas tout à fait comme ça qu'on peut la prendre nécessairement, mais c'est un des aspects par lesquels on peut travailler l'équivalence. Donc, par exemple, nous avons beaucoup travaillé sur finalement la réception par les personnes concernées par le drame de la création d'un fonds d'indemnisation en 1993 destiné à donc indemniser les victimes au titre de la solidarité nationale de ce préjudice de contamination par les traitements. Donc ici, ce qui nous a intéressé, c'est le trouble moral très fort qui s'est déployé face à l'idée finalement d'une traduction en termes financiers des malheurs qui avaient pu les toucher. Donc, c'est cette question effectivement du trouble moral lié à la production, non pas d'une équivalence, mais en tout cas d'une monétisation ou d'une mise en monnaie d'un drame. Effectivement. Donc, ce trouble moral, on a essayé d'analyser sous d'abord quelle forme il a pris,
effectivement. Donc, l'idée, c'était, entre autres, il a pris la forme chez les personnes d'un trouble face à la compensation ajustée à la perte d'un enfant. Donc, ces personnes, beaucoup de parents ont été troublés face à la nature de ce qui était versé. Est-ce que ce qui était versé faisait effectivement équivalence à ce qui était perdu? Est-ce que c'était quelque chose d'un autre ordre, pardon, et de quel ordre s'agissait-il exactement? Donc, on a suivi en fait ce trouble sur la compensation financière à travers effectivement ces questionnements et à travers la manière dont les personnes touchées par le drame ont voulu après utiliser l'argent de l'indemnisation. Donc, comment elles l'ont converti en attente de justice, en le réinvestissant par exemple dans le procès pénal, comment par le truchement du paiement ou de la rémunération de ce qu'elle qualifiait des bons avocats pour affronter un procès qu'elle qualifiait être celui du pot de fer contre le pot de terre, etc. Donc l'argent a été réinvesti, l'argent de la compensation, dans l'attente de justice, où il a été moralisé dans sa circulation. On a suivi comment il était moralisé dans le cadre intrafamilial, par exemple, pour donner un sens au drame et à la catastrophe. Donc, il a pu être moralisé dans ses emplois, y compris quotidiens, en tant qu'argent venant d'un drame ou venant d'un défunt, hein, quand il s'agissait d'une personne effectivement décédée. Donc, ce trouble sur la compensation financière, on a voulu vraiment en analyser toutes les composantes. On a analysé aussi le travail, mais là, c'est aussi autour de la compensation financière qu'on conduit les victimes pour penser parmi les dispositifs de réparation lesquels étaient les mieux ajustés pour maintenir les victimes à distance de l'intérêt pour l'argent. Donc, le procès civil ou le procès pénal ont fait l'objet d'un travail pour effectivement comprendre quel était celui qui plaçait les victimes les plus à distance de l'intérêt pour la compensation. Et là, ce qu'on observe, entre autres choses, c'est que finalement, les victimes ne travaillent pas avec les catégories juridiques qui viseraient le procès civil, l'indemnisation, et le procès pénal, la sanction, mais conçoivent différentes manières de penser l'indemnisation au civil et au pénal qui ne concernent pas, qui ne s'alignent pas nécessairement sur les prescriptions du droit, pour le dire autrement. Et donc, c'est un peu ce travail sur quels étaient les dispositifs qui maintenaient finalement les familles à l'abri de ce travail sur la compensation financière. Mais c'est une manière de l'aborder. Je ne sais pas, toi, Nicolas, tu veux je trouve ce qui est intéressant dans ce que dit Janine, et même par rapport à parce que ta question, Laura, elle fait aussi écho beaucoup à tes travaux sur la question de la commensuration sur les dommages environnementaux. Voilà, on avait beaucoup discuté. Voilà, alors, je dirais que au fond, le travail qu'on a fait, il nous amène à penser équivalence en lien à circulation. Voilà. Si on prend la question d'équivalence financière, c'est comme dit Janine, on voit que les personnes pensent l'équivalence, mais en même temps, les résistances à l'équivalence et le traitement des résistances à l'équivalence, par le fait qu'elles reconvertissent l'argent. Et donc, les deux sont très liés, c'est-à-dire le travail sur les équivalences, il est lié à un travail sur la circulation. Et je pense que c'est un point qu'en tout cas, on essaie d'éclairer, justement avec cette idée que les personnes ont, pas toujours, mais parfois autour d'elles, une écologie des dispositifs, et donc elles réinvestissent dans d'autres dispositifs ce qui peuvent leur venir en équivalence d'un certain dispositif. Et c'est, disons, sinon cette logique, en tout cas ces opérations qu'on essaye de... Mais si je peux, j'enchaîne parce que
moi aussi, je trouve que effectivement, la manière dont vous cherchez à définir un espace, donc pas un espace, mais une écologie, donc voilà, différents dispositifs qui doivent être pris en considération, dans lesquels les acteurs que vous observez, voilà, élaborent ces attentes et des stratégies. Mais justement, je me posais la question de la frontière de cette écologie au sens que vous prenez l'idée de dispositif de réparation au sens très large. Donc, je me posais la question aussi des écologies personnelles d'une certaine façon. C'est-à-dire, justement pour échapper à la question de la psychologisation des victimes, je me posais la question du potentiel de votre entrée pour repenser résilience, par exemple, au sens de cette attention d'un côté aux biographies que vous montrez, donc à certaines ressources qui vont permettre d'élaborer justement ce qui se passe sous des formes d'attente qui vont être plus ou moins compatibles avec l'écologie existante, mais aussi sur des écologies personnelles au sens, voilà, c'est là aussi que ça revient à la partie biographique, la différence entre les biographies, dans quelque chose qu'on pourrait définir comme, voilà, écologie personnelle, ça veut dire que, voilà, j'imagine que quelqu'un, voilà, qui mais voilà, ça c'est plutôt vous qui devez me dire, mais vous évoquez à la fin, vous l'avez évoqué, la question un peu mémorielle, et donc ce groupe, vous avez dit catholique, donc par exemple l'écologie personnelle, ça fait partie aussi le fait de croire ou pas, et qui équipe d'une certaine façon l'espace d'un dispositif qui n'est pas présent dans d'autres biographies. Donc c'était, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt voilà l'envie que ça donne, votre démarche, de préciser cette écologie de manière aussi autour de l'écologie personnelle, et donc relire voilà, dépsychologiser résilience sous cet angle. Sur ce point, moi, j'aurais deux directions de réponse, parce que je dirais écologie personnelle, on peut l'entendre sous l'angle de écologie individuelle, et ça rejoint ta question à laquelle on n'a pas répondu, sur forme d'engagement associatif et stratégie de réparation. Donc, je voudrais déjà dire un mot sur, au fond, l'écologie au sens où elle renvoie à une stratégie individuelle de réparation d'une personne qui se construit une ligne d'action, et pas d'une association qui s'organise pour construire une stratégie qui est considérée comme le guide associatif de la réparation. Donc, peut-être c'est le premier angle sur lequel je prendrais ta question. Et le deuxième angle, c'est que je comprends aussi, c'est écologie personnelle ou comment aller vers l'étude de dispositifs moins institués. Parce que là, on prend le procès pénal, même le procès civil, les fonds d'indemnisation. On est dans des dispositifs qui sont très institués, et la question se pose de comment, jusqu'à quel point notre démarche, finalement, elle est en mesure, et qu'est-ce qu'elle pourrait apporter si on va vers des dispositifs moins institués. Oui, c'est-à-dire que même l'espace de l'association, j'imagine qu'elle amène à exclure certaines... c'est-à-dire l'association est peut-être aussi un espace un peu qui met des limites à ce qui peut être... L'association, à la fois, c'est une pourvoyeuse de dispositifs, qui sont des dispositifs associatifs, donc il y a des dispositifs de, comment dire, le bureau de l'association, l'assemblée générale, l'aide psychologique, le bulletin, etc. Voilà. Donc là, il y a un certain nombre de dispositifs associatifs qui sont à la fois, comme toujours, à la fois des possibilités sur lesquelles les personnes s'appuyaient pour, en l'occurrence, avoir des désirs réparatrices, si c'est la question qui se pose à elles, mais qui sont aussi des contraintes, qui portent aussi des contraintes avec lesquelles les personnes doivent composer, qui sont les dispositifs propres à l'association. Alors, ça m'amène à ta question sur la relation entre forme d'engagement associatif et stratégie de réparation. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être dans notre présentation, on a mis l'accent, sans notamment en même temps complètement développé,
le lien qu'il peut y avoir, enfin, le poids que peut avoir, on a constaté, de formes d'engagement associatif que on tient, et c'est pour ça qu'on a parlé d'Eliasov et Lichterman. Pour nous, une forme d'engagement associatif, c'est plutôt un ciment qui se construit progressivement entre des personnes, plutôt qu'une politique associative qu'un responsable, au sens du framing de David Snow, veut construire pour mobiliser autour de l'association et faire en quelque sorte de la politique directrice de l'association. Nous, on l'entend plutôt comme un ciment qui se construit progressivement du fait de l'ensemble de ce travail normatif qui émane de gens qui ont des rôles eux-mêmes assez différents à l'intérieur de l'association. Alors, là, l'un de nos arguments, c'est de dire, en tout cas à partir du drame sur lequel on a travaillé, qui est sans doute justement un drame caractérisé par la force de ces dispositifs associatifs dans le cas, en l'occurrence. Donc, on a mis beaucoup d'insistance sur ce pouvoir, on va dire, interprétatif et explicatif des formes d'engagement associatif. Cela dit, on n'exclut pas du tout, et on l'a rencontré, que face et parfois contre les associations, des individus aient pu construire eux-mêmes autour de ce drame des stratégies individuelles qui justement ont voulu être des alternatives, leur alternative personnelle par rapport à ce que proposaient ces associations. Et je donnerai comme exemple le fait que à la fin au début des années 2000, une personne, puis une autre, individuellement, ont voulu justement resingulariser le sens de la réparation, c'est-à-dire de considérer que la réparation qu'elle cherchait, c'était non pas une réparation valant pour un groupe d'individus, l'ensemble des victimes du drame de l'homme, mais qu'il s'agissait de trouver réparation pour leur enfant, une mère qui voulait, et donc qui s'est d'une certaine façon désolidarisée, ça lui a été fortement reproché, mais qui a voulu, on peut dire, remettre en singularité le travail qu'elle voulait faire autour du drame, et qui est passé à ce moment-là, non pas du côté du procès pénal, qui imposait une saisine globale des victimes, mais du côté du procès civil, des procès civils, parce que justement le procès civil lui permettait de construire autour de sa fille un procès ad hoc qui allait permettre de mettre en évidence les responsabilités qui étaient à l'origine de la mort de sa fille, et non pas de l'ensemble du collectif dans lequel elle avait peur, au fond, d'être, comment dire, noyée. Donc là, on a un exemple, je dirais, non seulement d'une stratégie individuelle, mais d'une stratégie réindividualisante par rapport à des stratégies collectives de réparation. Alors, c'est sans doute une première manière de répondre à ta question, qu'il y a des écologies individuelles au sens où, en l'occurrence, on a une personne qui essaye de combiner, justement qui refuse le fonds d'indemnisation pour aller au civil, parce que si elle avait accepté le fonds d'indemnisation, elle ne pouvait pas aller au civil, et qui, dans l'écologie des dispositifs en présence, forme sa propre combinaison des dispositifs qui lui semblent pertinents. Alors, il y a l'autre aspect que je lis dans ta question, qui est écologie personnelle au sens de, au fond, quid des dispositifs moins institués. Alors, je ne sais pas si, Janine, si tu veux intervenir. Peut-être sur les deux aspects, sur ces écologies dont Nicolas a parlé, par cette personne qui va en quelque sorte désingulariser. Resingulariser, pardon. On va avoir, une opposition entre finalement la collectivisation du drame et montrer l'intérêt de construire des collectifs de victimes autour du drame,
un procès pénal qui se trouve à Paris et qui fédère un petit nombre d'avocats recrutés par des collectifs associatifs, et de l'autre côté, une resingularisation qui est aussi un réancrage dans la localité du drame. Hein, parce qu'effectivement, cette resingularisation va se faire par le procès civil, et ce procès civil va avoir lieu dans le sud de la France et non pas à Paris. Il va avoir lieu avec des avocats qui sont présentés comme des avocats locaux dans une écologie locale où tout le monde peut voir se dérouler finalement cette lutte d'une famille, de la région, etc. Donc c'est vraiment une écologisation avec son ancrage territorial contre la capitale, contre son aspect centralisateur, parce que les victimes sont finalement distribuées sur tout le territoire géographique. Elles ne sont pas plus là qu'ailleurs. Mais effectivement, il y a cet effet centralisateur, collectivisateur du procès pénal contre lequel elles vont opposer resingularisation, relocalisation du drame, là où il s'est passé, dans les murs, enfin, là où il s'est déroulé. Voilà. Donc ça, c'est sur ces écologies personnelles, je pense effectivement que on aborde aussi, on montre aussi que finalement les personnes aussi, à travers leurs témoignages au procès pénal, à l'audience du procès pénal, montrent finalement la manière dont elles pondèrent elles-mêmes ce qu'elles attribuent au recours à ces dispositifs institués. Hein, beaucoup vont parler du procès, etc. D'autres ne vont pas du tout en parler et vont parler de la reconstitution des liens intrafamiliaux et vont parler des choses mises en place à un niveau beaucoup plus singulier pour construire des dispositifs mémoriels chez elles, dans leur appartement. Hein. Et effectivement, on a à la fois des dispositifs mémoriels très singuliers à travers l'aménagement d'une chambre, à travers donner de l'argent à l'équipe de football dont faisait partie la personne décédée, afin de construire une mémoire locale et de laisser des traces localement. Donc effectivement, on voit cette plus ou moins grande distance vis-à-vis des dispositifs institués. Il n'empêche que, parce que les associations de victimes sont souvent aussi en première ligne de l'aide aux victimes, c'est-à-dire que quand ces personnes apprennent que leur enfant est atteint d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob, elles ont des dispositifs hospitaliers, des dispositifs de soins, mais pour la plupart, souhaitent de partager leur expérience avec d'autres qui ont traversé les mêmes épreuves. Et là se crée finalement, à travers cette exigence première de partage, quelque chose qui est de l'ordre d'une communauté de destin et qui quelquefois permet d'adhérer globalement à la stratégie, par exemple, pénale, globalement presque comme une contrepartie, comme une loyauté vis-à-vis de l'association et de l'aide accordée, hein, et quelquefois comme un réel, disons, comme une réelle analyse des responsabilités, etc. Donc il y a différentes manières de s'engager au pénal, mais ça s'est fait en tout cas dans le drame qu'on a étudié à travers des communautés de destin créées par des collectifs de victimes. Et c'est ça qu'on montre. Donc, les deux vont un peu de pair, en fait. Voilà. Donc, on a une question. Donc, vous considérez ici les dispositifs et leur écologie du point de vue des victimes en tant que vecteur possible de réparation. Ces derniers ont sûrement d'autres horizons, fonctions. Avez-vous analysé la place que les victimes, leur statut, leur attente, leur forme d'organisation et leur pluralité peuvent prendre dans la formation et la transformation des dispositifs par rapport aux autres horizons de ces dispositifs?
Moi, je peux dire, Oui, bah, je pense à un exemple. Ouais. Enfin, la question est, je trouve, très intéressante parce que elle met l'accent sur effectivement 2 points. D'un côté, cette question complexe, au fond, les finalités, quel statut on donne dans l'analyse aux finalités des dispositifs, premièrement, et deuxièmement, comment on pense la transformation des dispositifs et la place que des victimes peuvent avoir dans le cas de dispositifs qui sont mobilisés dans des visées réparatrices, peuvent participer à cette formation. Alors, sur le premier point, j'aimerais dire un mot, c'est-à-dire le fait que une caractéristique par rapport à d'autres usages de la notion de dispositif, qui est une notion qu'on n'a pas inventée, qui est qui a toute une histoire dans les sciences sociales, très liée à Foucault au départ, et dont qu'on reprend dans notre article des Annales. Je pense qu'une caractéristique de notre approche par rapport à d'autres, c'est que nous-mêmes n'attribuons pas des finalités au dispositif. C'est-à-dire, l'un des cœurs de notre travail, c'est de montrer comment les personnes elles-mêmes attribuent des finalités au dispositif et comment, justement, en fonction de ces finalités, la nature de leur normativité, de leur positionnement vis-à-vis de ces dispositifs est intimement liée aux fonctions, aux finalités qu'elles attribuent à ces dispositifs. Et en l'occurrence, ce qu'on montre, par exemple, par rapport au procès pénal, c'est que les personnes qui viennent en tant que victimes, en tant que partie civile, peuvent affecter en fait au procès pénal elles-mêmes des finalités qui, on a parlé de profusion de sens concernant les témoignages. On a voulu dire par là que les personnes qui sont venues dans cette audience du tribunal, dont une partie de notre travail traite, se sont exprimées en attendant de l'audience pénale des choses fort différentes. Les unes ont parlé de la justice dont elles en attendaient, d'autres le fait de mieux comprendre, d'autres le fait de enfin pouvoir rencontrer, d'être en face à face avec les personnes qu'elles estimaient responsables du drame, pour les entendre parler sur la conscience qu'ils avaient de leur responsabilité. D'autres sont venus pour... On dit qu'un élément important était aussi à cette audience de parler de questions intrafamiliales et de se positionner les unes et les autres publiquement dans différents membres de la famille par rapport à ce qu'elles avaient voulu faire vis-à-vis de ce drame. Donc on voit bien que déjà du point de vue des victimes, les finalités qu'elles attribuent au procès, au-delà de dire, et c'est un peu le sens de notre approche ouverte de la notion de réparation, qu'elles y investissent en fait des attentes et des finalités très, très variées. Alors, par ailleurs, il est évident que si on prend toujours le cas du procès, et si l'on place cette fois-ci du point de vue d'un avocat ou du point de vue d'un magistrat, la dimension réparatrice, cette fois-ci, de leur point de vue comme ce qui concerne ce qui semble dû aux victimes, n'est que l'un des éléments parmi les nombreuses autres finalités qu'eux-mêmes attribuent au procès pénal. Et loin de nous l'idée de penser que les magistrats qui siègent à un procès n'ont que la visée réparatrice de ce qui est en train de se dérouler comme l'objectif, la visée de leur pratique. Donc, on est dans cette situation où, et c'est tout à fait, je pense, le sens de cette question,
Et nous-mêmes, on travaille avec cette idée que d'un côté, on regarde les attentes que les victimes ont vis-à-vis des dispositifs, qui sont des attentes réparatrices, mais que du côté des autres acteurs qui y sont engagés, cette visée réparatrice n'est que l'un des horizons qui, de leur point de vue, vaut comme l'un des horizons de leur pratique. Et dans le travail, on a interviewé des avocats et on voit bien cet aspect. Alors, par rapport au deuxième aspect de la question, nous, l'un des aspects qui nous a frappé dans ce cas, le cas de cette audience pénale, mais je pense sur la transformation des dispositifs, Janine aura sans doute d'autres exemples à donner. Ce qui nous a intéressé, c'est justement de montrer comment une audience de procès elle-même est un dispositif en transformation. C'est-à-dire que l'audience, elle s'est construite par des négociations antérieures et un travail intérieur, évidemment des magistrats, du greffe, des différents acteurs notamment des professionnels du droit, mais aussi ça peut être en partie des associations de victimes, ont participé en gros au programme de l'audience, mais ce programme de l'audience et la manière dont l'audience est organisée nous semble aussi ouverte à la nature de la façon dont l'investissent les différents acteurs, et notamment les victimes. Et on a pu le montrer dans cet exemple en mettant en évidence ce qui nous a semblé être un apprentissage collectif des différents acteurs du procès quant à la manière de régler le degré d'offensivité, même d'agressivité pour les uns, pas forcément pour les autres, des victimes, de ces parents qui venaient à l'audience vis-à-vis des prévenus. Les mots qu'ils utilisaient, est-ce qu'ils disaient assassin, est-ce que c'était, on pouvait dire assassin, est-ce qu'ils pouvaient regarder les prévenus dans les yeux pour les amener à être dans un rapport de force oculaire par le regard. Donc, ce qui nous a semblé intéressant à montrer, c'est que autour de cette question, comment dire, le réglage du degré d'affrontement jugé légitime entre les victimes et les prévenus a véritablement été un apprentissage collectif, c'est-à-dire les uns et les autres, les parties civiles par leur propre conduite, leurs avocats par la réaction à ces conduites et le président du tribunal par sa réaction vis-à-vis des uns et des autres, en sont venus, sinon à un modus vivendi, en tout cas à un réglage des paroles recevables, notamment, qui s'est construit petit à petit dans le cours de l'audience. Et donc, par rapport à la question, on voit bien qu'on est dans un exemple là où la conduite même des victimes à l'audience a ou peut avoir un effet sur la façon dont le dispositif lui-même se trouve organisé. Oui, peut-être, j'ajouterais qu'on a fait dans ce travail un travail sur les débats doctrinaux autour des finalités du procès pénal. Donc, effectivement, ce qu'on montre aussi, c'est comment, finalement, dans ces débats doctrinaux, la question de l'élargissement des finalités classiques du pénal à des finalités nouvelles, cette question-là est mise en lien direct avec celle de la montée des victimes. C'est-à-dire qu'on va avoir des juristes qui, d'un côté, défendent finalement le resserrement face à la montée des victimes, défendent le resserrement finalement des finalités du pénal autour de ces bases classiques, hein,
répression, restitution, etc. Et alors que d'autres juristes défendent l'extension des finalités du pénal à des finalités thérapeutiques, la reconstruction des victimes à travers le dialogue entre prévenus et parties civiles, etc. Donc on voit que les débats doctrinaux, finalement, eux-mêmes intègrent ce mouvement vers une problématisation et une présence élargie des victimes à l'audience pénale. Donc, il y a une sorte quand même de co-construction entre l'arrivée de groupes de victimes qui finalement investissent ce dispositif pour co-construire à l'intérieur de nouveaux types de relations avec les acteurs du pénal et finalement la transformation de l'espace doctrinal lui-même. Donc ça, je pense que c'est un point qui fait l'objet de développement en fait dans notre travail, c'est-à-dire voir effectivement cette connexion entre ce qu'on observe dans le cadre de cette audience et des débats doctrinaux plus généraux sur les finalités du pénal en contexte de demande et de montée des victimes. Peut-être, je voudrais juste revenir sur un point que tu as soulevé, Laura, qui est les dispositifs mémoriels, dont tu as parlé à propos de l'écologie personnelle. Alors, il est vrai, comme on le sait, que Janine a évoqué ces dispositifs que les personnes chez elles peuvent, face à un drame, construire pour maintenir la mémoire, par exemple, des disparus, concernant l'organisation de la chambre, les photos. Mais c'est un point qui est peut-être resté, qu'on n'a pas nous-mêmes exploré et qui est évidemment tout un champ qui existe d'ailleurs et que beaucoup d'autres collègues travaillent dans cette direction. Par contre, on est là dans un cas où il y a eu, en tout cas, des tentatives de construction autour de cette affaire, de ce drame, de dispositifs mémoriels communs pour l'ensemble des victimes. Et ce qu'on montre dans le cas d'espèces, c'est finalement l'échec et l'impossibilité, en tout cas pour l'instant, de trouver les lieux un lieu mémoriel qui pourrait rassembler l'ensemble des personnes concernées. Alors, ta question, elle pose en même temps la question de la définition de qu'est-ce qu'on appelle un dispositif mémoriel. Ce n'est pas une question simple. Et nous, on a travaillé avec l'idée qu'on allait, alors on l'a dit par rapport à la question précédente, on est dans une position où on laisse les personnes elles-mêmes attribuer les finalités au dispositif. Ce qui fait que pour nous, au fond, un dispositif y devient mémoriel lorsque des personnes lui attribuent une attente mémorielle. Et autant, comme l'a rappelé Janine dans l'exposé, on pense que une grande partie du travail de réparation s'organise autour quand même de 3 grandes attentes qui sont d'un côté pour viser la reconstitution des personnes qui sont atteintes, donc viser les atteintes mêmes pour reconstruire les personnes ou les reconstituer. D'autre part, viser la vérité et la justice concernant l'événement, qui n'est pas les atteintes mêmes, mais
la vérité et la justice autour de ce qui s'est passé, et enfin viser la compensation des atteintes. Mais notre cadre, cet espace d'intelligibilité qu'on essaye de construire, il est aussi évidemment ouvert à l'idée que d'autres instances, c'est peut-être parfois de façon beaucoup plus prégnante dans d'autres drames, en viennent à occuper une position importante dans le travail autour de la réparation. Il en est ainsi, on pense, de l'attente mémorielle. Alors, comment définir l'attente mémorielle? Nous, notre proposition, c'est de dire une attente mémorielle, c'est une attente qui vise à maintenir ou perpétuer la présence d'entités passées. Alors, ça signifie, d'une part, la différence avec attente de vérité et de justice, c'est que les entités en question, c'est pas uniquement la vérité ou la justice, ça peut être une personne, ça peut être un événement, sans qu'il soit engagé sous l'angle de la vérité et de la justice. L'autre aspect, et aussi qui différencie par attente de vérité ou attente de justice, c'est le fait que maintenir la présence, ça n'est pas manifester l'entité, et c'est ça mémoriel. C'est pas simplement le fait que les choses qu'on dit, on attend la vérité, on veut que la vérité, elle éclate, qu'elle apparaisse, qu'elle se manifeste. Là, on veut perpétuer quelque chose, qui est une opération qui implique, d'un point de vue pragmatique, des exigences et des contraintes assez différentes. Donc, on est, sans avoir énormément travaillé sur la question du fait que le cas s'y présentait sans doute assez peu, néanmoins, on est sur cette voie d'essayer de comprendre, au fond, des dispositifs en tant qu'ils sont plus ou moins investis d'attentes mémorielles. Alors, par exemple, on a constaté que le procès pénal était, de ce point de vue, engagé comme un dispositif mémoriel par certaines des personnes. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient, parce qu'elles disaient dans leur témoignage, perpétuer le souvenir de la personne disparue, et notamment le souvenir de ce qu'elle avait en tant que qualité, comme en tant que grandeur, en tant que rayonnement, au-delà de la description plutôt terrifiante qui était donnée d'elle lors de ses derniers instants avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc là, c'est un exemple. Ça pourrait être le cas. On a aussi voulu décrire un livre, par exemple, des livres produits par notamment une association, avaient vraiment été construits comme un dispositif mémoriel, c'est-à-dire dans ce sens-là, c'est-à-dire perpétuer la nature de ce qui avait été. Peut-être sur la question de l'attente mémorielle, ce qui est intéressant, c'est la tension entre l'attente de mémoire pour les êtres disparus et l'attente de mémoire pour l'événement, en fait. Parce que ce qu'on montre, c'est cette difficulté et les compromis auxquels ça peut donner lieu. C'est-à-dire que c'est pas pareil de commémorer des disparus ou commémorer un événement auquel on va donner un sens ou autour duquel on va imputer ou attribuer des responsabilités. Voilà. Donc effectivement, selon qu'on va ériger une stèle à la mémoire des enfants décédés de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ou selon qu'on va vouloir ériger cette stèle dans un lieu symbolique particulier qui vise à désigner des auteurs du drame ou des responsabilités, disons, la rencontre et la possibilité de construire ce dispositif est très différent, hein, effectivement, et du coup, ça suscite des négociations d'une autre nature, hein, et redéfinit effectivement l'espace d'apposition de cette stèle comme un lieu quand même de lutte et de négociation selon ce qu'il convient de mémorer. En fait. Donc ça, c'est un élément qu'on aborde à travers la trajectoire en particulier d'un père
qui lui-même a posé sur la tombe de son fils, mort pour la science, qui signifie à la fois commémorer le disparu et désigner, sans imputer non plus à des instances précisément désignées, l'origine du décès. Voilà, donc ces tensions autour d'une mémoire des personnes, de la catastrophe, de l'origine de la catastrophe, qu'on travaille également dans notre approche. Qui croise totalement Voilà. avec ce que tu as fait sur la mémoire discrète de Céveso, Voilà. d'ailleurs, où justement qui s'est construit vraiment, sinon contre, en tout cas à côté, très largement à côté des recherches de justice qui ont entouré aussi les réactions à cette catastrophe. Donc, je crois qu'on comprend pourquoi on faisait des séminaires de 3 heures. On est arrivé à 2 heures et on pourrait continuer. Mais voilà, le moment est venu. Donc, on va quand même, Nicolas, faire un peu de pub pour nos collègues. Le prochain séminaire qui va se tenir dans le cadre du mois international de l'École des hautes études, donc sera mardi 19 avril prochain. Donc autour du travail de Richard Rechtman, psychanalyse et sciences sociales, avec comme discutante Sabina Loriga. Et voilà, merci à tous. Merci à bientôt, tous et à toutes d'avoir merci d'avoir parfois de très loin au séminaire.